Le grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mercredi 16 mars 2016, auditrices, auditeurs, bienvenue. La justice au Mali, c'est d'elle que l'on parle aujourd'hui. Plus de 45 ans d'exercice du barreau malien avec la rentrée solanienne qui fête son 45e anniversaire sous le thème « Les contrats de partenariat public-privé, facteurs de développement économique ». Où en est-on avec la justice au Mali? Quels sont ses défis actuels? Quelles sont les perspectives, surtout dans un pays en crise? Voici, chers auditeurs, quelques questions auxquelles vont répondre nos invités qui sont Maître Abdraman Touré, il est avocat, Maître Abdoulaye Wane, également avocat, Dr Adaman Traoré, président de la plateforme de la société civile, Christian Idrissa Diassana, il est le directeur national des services judiciaires et du Sceau. Je suis Ousmane Diadje Touré à la présentation, à la technique, vous avez Salim Diouara. Le grand dialogue. 45e session de la rentrée solennelle du barreau. Des rencontres qui ont donc débuté hier 15 mars et se poursuivent aujourd'hui 16 mars. La rencontre prendra fin demain 17 mars 2016 à Bamako. La rentrée du barreau a toujours été l'occasion pour l'ensemble des membres de la famille judiciaire d'apprécier le fonctionnement des juridictions, de mener des réflexions en vue d'une meilleure exécution des missions judiciaires. Il a pour objectif, entre autres, l'ancrage de la démocratie dans la vie de la nation. Alors, dites-moi, monsieur le directeur national des services judiciaires et du Sceau, Christian Idrissa Diassana, dans quel état aujourd'hui est la justice malienne? Eh bien, on pourrait schématiquement dire que la justice malienne se trouve dans le même état que le pays, c'est-à-dire un état pas très brillant, d'après ce que les analystes se plaisent à dire à longueur de journée. Et vous, hommes de médias, vous êtes fait l'écho en plusieurs circonstances des problèmes qui minent aujourd'hui la justice malienne. Et donc, en parler demanderait beaucoup plus de temps que cela n'est possible aujourd'hui. Mais s'il y a des questions précises, aucun problème, nous allons pouvoir y répondre. Alors, Maître Abdoulaye Wane, vous êtes avocat. Alors, votre analyse de l'état de la justice malienne aujourd'hui? D'abord, je vous remercie de cette invitation et de l'opportunité offerte pour parler un peu de ces sujets très importants. Pour revenir précisément à votre question, la justice aujourd'hui, sans faire la langue de bois, vit une situation très compliquée, comme l'a rappelé M. Diassana, à l'image de la situation globale du pays. Donc il y a beaucoup de choses à en dire et j'espère qu'au cours du débat, des questions pertinentes seront posées auxquelles on s'efforcera de répondre aussi de façon pertinente. Maître Touré, votre analyse par rapport à l'état de la justice au Mali? Bonsoir Monsieur Touré, bonsoir à tous les auditeurs du studio Tamani. Merci de m'avoir donné la parole pour cette émission. Donc je dirais simplement que l'état de la justice au jour d'aujourd'hui peut être compris si on remonte un peu dans l'histoire même de ce pays. Vous savez, les premières constitutions du Mali, c'est-à-dire celles de 60 et de 74, ne reconnaissaient pratiquement qu'une autorité judiciaire. Mais avec l'avènement de la démocratie, et les citoyens sont devenus de plus en plus exigeants sur la qualité du service public de la justice. Et la démocratie aussi a fait que nous sommes passés de l'autorité judiciaire, je passe sous le contrôle de mon aîné Diassana, à ce qu'on appelle un pouvoir au même titre que le gouvernement et l'Assemblée. Et ce pouvoir quand même judiciaire est garanti par le président de la République qui est assisté dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature. Donc c'est vous dire simplement que nous avons une justice qui est jeune et qui est confrontée à des défis au même titre que toutes les autres justices des pays émergents, pour ne pas dire des pays sous-développés. Cela peut être expliqué d'une part et d'autre aussi par le fait que la carte judiciaire pose un tout petit peu de problème parce qu'il y a la question de la proximité de la justice avec les justiciables, d'où la récurrente question de l'accessibilité à la justice, pas seulement à la justice mais également au droit. Et l'autre chose également, les productions de la justice, ce que la justice produit, sa perception
dans la population, et ainsi que les problèmes d'ordre institutionnel et les problèmes également d'ordre politique qui font que notre justice au jour d'aujourd'hui a du mal à prendre certaines positions compte tenu du fait qu'on est dans une situation de négociation avec les rebelles, dans une situation où le pays est un pays dit post-crise. Donc, comme il l'a dit, il y a énormément de choses à dire et je pense qu'on aura l'occasion de mettre le doigt sur tous ces points un à un. Alors nous, on n'est pas professionnels de la chose, donc on espère pouvoir être éclairés au cours de ce débat. On va revenir vers la société civile. Docteur Adama Traoré, vous êtes le président de la plateforme de la société civile. Dites-moi, selon vous, est-ce que le Malien lambda comprend déjà le fonctionnement de la justice? Merci. Bon, ma foi, je me fais écho des autres. Merci pour l'invitation. Et voilà. Vous savez, au niveau de la société civile malienne, quand on veut résumer la justice aujourd'hui, il dit seulement qu'il n'y a même pas de justice. C'est un résumé, il n'y a même pas de justice. Bon. Maintenant, je suis avec les professionnels, je crois qu'on va en débattre. Je ferai, évidemment, par rapport à ce qu'ils vont dégager ici. Alors à ce moment-là, on fera fort de pouvoir répondre aux questions et pour réagir. Ils sont professionnels et nous subissons. C'est nous qui subissons en fait tout ce qui est là. Dans ce cas, on est mieux positionnés pour pouvoir parler, n'est-ce pas, et de l'avocat et de la justice. Je vous remercie pour l'instant. Alors, avant d'être professionnel, j'imagine que vous êtes d'abord citoyen. Christian Idrissa Djassana, directeur national des services judiciaires du Sceau. On a entendu la voix de la société civile. Il n'y a pas de justice, selon elle. Alors, que répondez-vous à ces allégations? Eh bien, c'est vrai qu'on peut se poser la question. J'ai entendu le professeur parler de l'absence de justice. Je crois qu'il fait allusion, non pas à l'appareil judiciaire qui est visible pour tous. Il y a des hommes de justice, il y a des palais de justice, et tous les jours, des décisions se rendent. Mais je crois qu'il fait allusion au fait que alors, l'institution judiciaire, ici, travaille sans apporter la justice même, au sens sociologique du terme, aux citoyens. C'est un point de vue. C'est un point de vue qui envoie un autre. Et pas des moindres de la société civile. Bien sûr. Alors, vous savez, nous sommes tous un peu de la société civile. Alors, donc, s'il parle en ce nom, il peut avoir parlé au nom des juges eux-mêmes, qui subissent, qui rendent des décisions et qui en subissent d'autres. En fait, je pense que c'est une opinion qui me paraît exagérée, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire et à dire, mais il y a quand même la justice. Il y a des décisions de justice qui se rendent quotidiennement sans vouloir faire l'avocat de la justice et qui sont exemplaires. Seulement, ces décisions sont noyées dans le flot d'autres comportements qui, eux, sont beaucoup plus mis en exergue. Vous savez, quand les citoyens gagnent leur procès, ça ne se voit pas, ça ne se dit pas, ça se dit de moins en moins, mais lorsqu'ils perdent leur procès et que justement, alors cette défaite est, de leur point de vue, consécutive à un dysfonctionnement de la justice, eh bien, c'est tout le monde qui en parle, c'est tout le monde qui le dit. Comme on le dit, alors les victoires, les bonnes choses manquent de publicité. Mais les mauvaises choses, ce sont elles qui sont rapportées de jour en jour. Donc on peut bien dire, je l'ai reconnu dès le départ, que la justice de notre pays ne se porte pas aussi bien qu'on aimerait qu'elle se porte. Mais de là à dire qu'il n'y a même pas de justice, ça je crois que c'est un pas que je ne franchirai pas. Parce que moi qui suis qui ai la main dans la pâte, même si je ne rends pas de justice, en tant que directeur, je participe au fonctionnement de la justice, mais je ne rends pas de décision judiciaire. Je suis, moi, témoin tous les jours de bonnes décisions de justice qui se déroulent et les avocats qui sont là sont beaucoup mieux renseignés que moi, puisqu'ils sont directement impliqués dans le prétoire. Ils participent même à la décision de justice d'une certaine façon parce que eux, leur rôle, c'est d'éclairer le juge. Et évidemment, par rapport aux intérêts de leurs clients, mais ils éclairent quand même le juge. Ils permettent au juge de prendre souvent de bonnes décisions. Et donc, eux, leur témoignage aussi serait très utile pour les citoyens et surtout pour la société civile. Maître Abderrahmane Touré, vous êtes donc avocat. Dites-moi, est-ce que les rouages de la justice au Mali sont bien organisés?
aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas imputer parfois les failles judiciaires aux rouages qui sont souvent défaillants? Il y a certainement des failles au niveau des rouages, mais quand on regarde la manière dont le système est organisé avec un premier palier où des décisions sont rendues en première instance, avec le principe du contradictoire et toutes les garanties qui y sont afférentes, une seconde étape qui est l'appel et même une cassation après si on n'est pas content. Moi, je pense qu'à chacune de ces étapes-là, il y a les droits et les obligations de chacune des parties. Et les droits de la défense sont garantis par les différents codes de procédure qu'on a. Et maintenant, il y a des axes de progrès sur certains points. Par exemple, en matière pénale, ce qui concerne l'instruction, le juge d'instruction unique, il est humain, il peut commettre des erreurs. Dans d'autres pays, nous avons vu que la chose a évolué. Nous sommes allés vers un système d'instruction pour la collégialité à la suite de l'affaire du juge d'instruction en France qui avait pratiquement enfermé toute une ville sur simple déclaration des enfants. Donc c'est une œuvre humaine. Il y a beaucoup d'imperfections qui peuvent arriver, mais qui sont corrigibles de manière objective. Mais pour revenir à ce que mon aîné Diassana a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une justice au Mali. Dire qu'il n'y a pas de justice, je pense que cela relève simplement d'une frustration et qui est d'ailleurs compréhensible. Parce que la justice qu'on a est une justice qui est incomprise. Et le rôle de la justice, c'est même pas d'être aimé, mais plutôt être comprise. Donc dans ce cadre-là, le citoyen en face de la justice doit être informé. Nous devons travailler à informer le citoyen pour lui dire que si on n'a pas gagné une instance, ce n'est pas forcément parce que le juge est corrompu, c'est peut-être parce qu'on n'a pas pu bien présenter la chose ou bien parce que le bon droit n'est pas de votre côté, mais nous avons des possibilités de former appel et pourvoi contre ces différentes décisions. De l'autre côté aussi, il y a une incompréhension qui est due au fait que lorsque les renvois deviennent successifs maintenant, le justiciable a du mal à comprendre. Donc il faudrait qu'on travaille à informer pour leur dire que les renvois, souvent, c'est nécessaire pour le principe du contradictoire. Le juge, souvent, a beaucoup de dossiers, il a besoin d'un peu plus de temps. Il y a des demandes de rabat délibérées parce qu'il y a de nouvelles données qui arrivent. Donc, il faut que le juge soit en mesure de comprendre ces choses-là. Dans la pratique, souvent, quand on a des justiciables où on arrive pratiquement au niveau du délibéré, le confrère fait une correspondance pour dire qu'il rentre dans le dossier, qu'il a d'autres éléments à produire. Quand il fait cette demande de rabat délibéré, dans la tête des justiciables, automatiquement, il y a un marchandage qui s'organise derrière. Mais il importe également que les avocats, nous avocats également, expliquions à nos clients, dans leur intérêt, comment la machine judiciaire fonctionne. Cela nous facilite la tâche. Parce que certains vont même penser que l'avocat, c'est le bras circulaire pour porter la valise, aller donner quelque chose au juge ou autre. C'est parce qu'ils n'ont pas compris exactement le principe du fonctionnement. Ensuite, pour finir avec le juge aussi, il y a, depuis l'instruction au procès, en passant par la rédaction du factum, n'est-ce pas, et l'émission de la grosse, les juges doivent également être très diligents à ce niveau. Parce qu'un justiciable a du mal à comprendre qu'il a eu une décision, et cette décision fait pratiquement 6, 7 ou 8 mois sans être rédigée, et il voit une autre personne qui a eu une décision qui a été prononcée après la sienne, mais qui dispose de sa grosse. Vous voyez la perception que cela peut donner. Donc il faudrait également que le juge soit également beaucoup plus diligent et beaucoup plus organisé dans la direction de la procédure, dans le prononcé du délibéré et enfin maintenant surtout motiver très bien les décisions parce que c'est le seul critère d'objectivation de la décision. C'est dans la motivation qu'on voit maintenant pourquoi le juge est allé dans tel sens. Cela nous permet de comprendre, cela nous permet également de formuler également des réserves et de faire appel au cas où on n'est pas content. Donc l'obligation de motivation qui est dans le domaine de la justice est très rare dans beaucoup d'autres domaines. Par exemple, en matière administrative, il y a beaucoup de choses qui sont refusées, mais il n'y a pratiquement pas de motivation. Donc l'objectivation par la motivation est un phénomène très important, une garantie quand même qui peut permettre aux citoyens de ne pas accepter une décision parce que nous voyons que la motivation est insuffisante ou bien que la motivation n'est pas solide. Donc on peut agir à ce niveau-là. Donc les magistrats, pour moi, doivent aussi travailler dans ce sens parce que le juge, c'est un pédagogue après tout. Il ne suffit pas simplement de venir faire taire une personne, n'est-ce pas? Il faut simplement expliquer aussi à la personne parce qu'en lui expliquant, elle participe à la manifestation de la vérité. Mais en empêchant une personne de parler, en la menaçant, on lui boucle la gueule, comme on le dit, et donc elle ne participera pas à la manifestation de la vérité. Donc nous avons tous un rôle à jouer, nous avec nos clients, obligation de les informer de l'état de la procédure, vous également de votre côté, obligation de diligence dans les différentes phases que je viens de citer. 18h30, quelques secondes de pause et nous reviendrons dans ce studio pour continuer ce débat.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Mercredi 16 mars 2016, voilà, bienvenue au Grand Dialogue. Si vous venez de nous rejoindre, on est aujourd'hui en train de parler de la justice au Mali, les enjeux, les perspectives, quels sont les défis de la justice en marge justement de la rentrée solennelle du barreau qui fête son 45e anniversaire aujourd'hui. Et nous avons sur le plateau avec nous Maître Abdraman Touré, il est avocat, Maître Abdoulaye Wane, également avocat, Dr Adama Traoré, président de la plateforme de la société civile, et Christian Idrissa Diassana, il est le directeur national des services judiciaires et du Sceau. Maître Abdoulaye Wane, tout à l'heure on parlait de sensibilisation. Alors le citoyen lambda dont je fais partie aujourd'hui, on ne comprend pas tous ces rouages-là. Alors qu'est-ce que vous faites pour descendre justement au niveau du citoyen, pour qu'il puisse comprendre justement tous ces rouages-là? Parce qu'aujourd'hui il semble qu'il y ait une perte de confiance en la justice malienne. Oui, je suis d'accord. Je pense que je ne vais pas faire de redite. Maître Touré a très bien expliqué la situation. Et je me réjouis aussi de la posture du doyen Diassana par rapport à tout ce qu'il a développé relativement à l'état de notre justice. C'est vrai qu'il y a des efforts à faire de part et d'autre. De la part des avocats, une forte implication pour l'information de la clientèle sur justement ces rouages-là. Et aussi du côté des magistrats, des efforts à fournir par rapport à la clarté des décisions, parce qu'on se retrouve très souvent avec des décisions totalement confuses, et ça, le citoyen ne comprendra pas. Et c'est cette confusion qui crée la frustration, et il y a des efforts à faire. Je ne vais pas me redire tout ce qui a été dit, mais il y a de gros efforts à faire de la part des acteurs de la justice. Merci maître. On va revenir du côté de la société civile justement. Vous, société civile, on va dire nous, société civile, en gros, est-ce qu'il y a un effort, vous ressentez cet effort-là? Est-ce que aussi les gens vont vers la justice pour essayer de comprendre ces rouages au lieu, comme maître Touré l'a dit, d'essayer de mettre de courant, de donner de l'argent? Merci. Encore une fois, en fait... j'ai écouté beaucoup de belles choses ici, de la part et des avocats et de la part du magistrat. Nous parlons de faits. Ici, en disant il n'y a pas de justice, je ne parlais pas de l'homme à robe ou les constructions ou le juge. Je parle de ce que le peuple vit dans sa chair. Dites-moi, en tant que représentant de la société civile, qu'est-ce que le peuple vit aujourd'hui? Ce que nous vivons, nous disons, et comme l'a dit M. Diassana, il dit que tout n'est pas beau. Il y a des difficultés, c'est sûr. Mais pour nous, c'est un lambda. Nous disons qu'en grande partie du temps, le faible, le pauvre, le démuni n'a pas son compte dans la justice malienne. Et je n'ai pas de faits. Vous savez... Il y a Maître Touré, Abdoulaye Touré, qui dit qu'on est passé de l'autorité judiciaire au pouvoir judiciaire. Nous nous sommes battus pour ça. On s'est battus pour ça, pour qu'il y ait un pouvoir judiciaire. Et je rappelle que je faisais partie de la commission au niveau de la gouvernance nationale, la commission constitution, qui était présidé à l'époque par un magistrat, qui était Manassa Danyoko, avec d'autres magistrats comme Wafi, il y avait Maître Moriba, il y avait certains Si, etc. Bref, j'étais le vice-président de la commission constitution. On a tout fait pour qu'on parte de l'autorité au pouvoir judiciaire, pour qu'il y ait une justice au nom du peuple et pour le peuple. Que le peuple ait son compte, qui voit que c'est pour ce peuple-là, parce que tout est rendu au nom du peuple. Nous disons de manière générale aujourd'hui que quand on prend, évidemment, je ne parle pas des rouages techniques de la justice. C'est beau, ce qu'on est en train de dire, c'est vrai. Il y a un mécanisme d'information, d'éducation, de sensibilisation, tout ça c'est vrai. Mais j'ai dit que dans l'ensemble, aujourd'hui, le citoyen lambda ne se reconnaît pas à cette justice malienne en tant que telle. Parce que les grandes parties du temps,
si on prend les 80% aujourd'hui, mais les décisions ne sont pas en faveur des démunis. Alors, nous avons... Vous voulez réagir, Maître Touré, rapidement? Quelles sortes de décisions ne sont pas favorables? Vous savez, puisqu'on est dans les prenons secteur par secteur. Hein. Nous sommes une société de veille. Alors, on va non, ils sont une société de veille. Vous savez, le débat. Allez-y rapidement. Non, quand tu parles, n'est-ce pas, quelle sorte de jugement, vous savez, hein, tu prends tous les secteurs, tous les comportements, n'est-ce pas, de la justice aujourd'hui. Que ce soit au niveau, n'est-ce pas, des plaintes ordinaires, que ce soit les problèmes des mines. Il y a toute une panoplie aujourd'hui de plaintes qu'on peut relever sur lesquelles il y a un fourre-tout. Est-ce que vous avez relevé des décisions, par exemple, de ce genre, sur lesquelles on peut discuter? Oui, mais écoutez, ça peut être intéressant. On va faire réagir M. Tekete, qui est en ligne, M. Tekete de l'AMDH sur les grands dossiers. M. Tekete, vous êtes avec nous? Allô, M. Tekete? Allô? Est-ce que vous êtes avec nous? Vous nous entendez? Je suis avec vous. Alors, parlons un peu des grands dossiers de la justice aujourd'hui. Vous qui êtes de l'Association malienne des droits de l'homme, vous êtes secrétaire général adjoint de l'Association malienne des droits de l'homme. Allô? Est-ce que vous mettez vos casques donc, pour entendre monsieur Tekete? Intervenir là. Je ne sais pas, vous m'entendez, vous? Je vous entends. Selon vous, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec les grands dossiers que la MDH avait quand même... Je vais simplement vous dire... Oui. Que si mon confrère ou bien mon compatriote Adama, docteur Adama dit que la justice n'existe pas, je vous écoute. Je ne partage pas le point de vue parce que la société civile malienne, depuis 1999 jusqu'à nos jours, a toujours participé à toute la réforme de la justice du problème. Dire que ça n'existe pas, je crois que c'est de nous réunir nous-mêmes. Nous sommes une société civile responsable. Voilà. Oui. Donc la justice existe. C'est vrai qu'il y a des performances à faire, il y a des choses à régler. Ça, je suis d'accord. D'accord. Dire que la justice n'existe pas, je dis c'est pas vrai. Pour moi, la justice existe et pour la société civile malienne, la justice malienne existe. Parce qu'on participe à la politique de développement de la justice du Mali. Donc il faut être responsable. Un autre point de vue, donc... Voilà, il faut être responsable. La justice existe. Un autre point de vue... Maintenant, je suis d'accord avec les avocats et même le magistrat Séré Diassana qu'il y a des réformes à faire. Là, je suis d'accord, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Là, je suis d'accord. Mais dire que la justice n'existe pas, non, là, je dis que ça, c'est trop. En tout cas, ça n'engage pas la société civile. Alors, justement, monsieur... Mais ça peut engager le professeur Adama. C'est son point de vue. Mais au nom de la société civile malienne, dont je suis le vice-président, ça ne nous engage pas. D'accord. Merci. Cela étant dit, Christian Idrissa Diassana, vous êtes le directeur national des affaires judiciaires EDUSSO. Oui. Aujourd'hui, on est dans un pays en post-crise avec quand même des dossiers très lourds. Il y a ces dossiers de ces fameux terroristes parfois qui ont été relâchés. Il y a aussi ces dossiers dits des affaires béret rouge, béret vert. Aujourd'hui, vous estimez au niveau de la justice, il y a des attentes forcément par rapport du peuple. Quels sont les grands dossiers aujourd'hui selon vous de la justice et où est-ce qu'on en est avec ces grands dossiers-là? Alors, je vous remercie encore pour cette question. Avant d'y répondre, permettez-moi de revenir un peu sur un aspect qui me paraît important, c'est de dire que la justice, comme l'a dit tantôt Maître Wan, c'est une œuvre humaine, perfectible. Et j'ajoute que la justice est une œuvre commune. Les gens, quand ils parlent de la justice, ils ciblent les magistrats et surtout les juges. Parce que la décision de justice sort de la bouche d'un juge. Et donc c'est lui qui est la cible particulière. Mais cette décision de justice, si vous voyez bien, il y a un certain nombre d'acteurs qui y ont contribué dans l'anonymat, qui ne sont pas visibles le jour où le juge prononce la décision. Et c'est toute la chaîne des acteurs de la justice dont a parlé Maître Wan. Et il faut tenir compte de cela. Ce sont tous des sources professionnelles. Lorsque le juge rend sa décision, il peut rendre sa décision seulement sur la base d'un exploit d'huissier.
n'est-ce pas? Donc ça, c'est concrètement donc, comment la justice fonctionne. Il peut rendre sa décision sur la base d'une lettre d'un avocat qui s'est peut-être pourvu en appel, mais hors délai, et, par exemple, ou dans le délai, et tout cela participe à la décision de la justice. Je vous le dis, c'est une œuvre commune. C'est une chaîne. Ce que les gens posent comme acte a une incidence jusqu'à la fin de la décision. Donc, lorsqu'on a des avis tranchés sur la justice, il vaut mieux se souvenir de tout cela. Maintenant, vous parlez de certaines affaires qui ont défrayé la chronique. Voilà, les grands dossiers, comme on les appelle communément. Oui, excusez-moi, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que moi-même, je ne suis pas un juge aujourd'hui. Je suis magistrat, directeur national, je ne suis pas juge, donc je ne suis pas impliqué dans le traitement des dossiers. Et deuxième chose, le serais-je que je serais empêché de parler des dossiers qui sont présentement en instance. Je ne pourrais pas en parler. Mais maintenant, si nous parlons des grands dossiers de la justice, depuis 2 ans environ, la justice a mis sur place un programme qu'on appelle programme d'urgence qui a attiré l'attention de nos partenaires technico-financiers, mais plus encore de la société civile et de tous les acteurs qui concourent de près ou de loin à l'œuvre de la justice. Alors, qu'est-ce que c'est que ce programme? Ce programme d'urgence qui est en train d'être mis en œuvre vise à redorer le blason de la justice. En quelle manière? En faisant en sorte que les normes soient des normes maliennes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque le docteur Traoré parle d'une justice dans laquelle le citoyen ne se reconnaît pas, il fait peut-être sans le vouloir allusion au fait que les normes qui sont en usage dans les prétoires ne sont pas forcément des normes qui soient imprégnées de notre société. Nous avons hérité d'une justice qui est venue par la puissance coloniale. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette justice se veut consensuelle? Exactement, ce que je veux dire, cette justice est en train de s'adapter. Elle est en train de faire ça mieux. Mais laissez-lui le temps de le faire. Parce que la justice, c'est pas comme une personne humaine qui évolue plus vite. Elle évolue lentement. C'est une machine assez lourde. Toute administration est lourde par essence. La justice est encore plus lourde. Et cette lourdeur n'est pas forcément cause de dysfonctionnement, parce que cette lourdeur met la différence entre une justice que je dirais expéditive et une justice qui est sereine. La sérénité impose que la justice prenne son temps. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est la loi même qui impose certains délais. Le juge ne peut pas se prononcer s'il ne donne pas un certain délai aux parties. Oui, c'est un peu compliqué à la fois. Les gens qui jugent par derrière, ils ont le jugement très rapide. Moi, je ne suis pas l'avocat de la justice, je vous le dis tout net. Je sais que des choses ne vont pas. Et si on en parle, je suis prêt à en parler. Mais je vous dis, ceux qui en parlent très facilement ne sont pas forcément les mêmes personnes qui connaissent vraiment les réalités de la justice. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Désolé. Alors, Maître Abdraman Touré, vous êtes avocat. Parlons un peu du thème de cette année dans la rentrée solennelle du barreau. Contrat de partenariat public-privé, facteur de développement économique. Qu'est-ce que ça signifie pour le Malien lambda? Comment est-ce que le Malien lambda, ceci peut être bénéfique aux Maliens? Tout d'abord, pour vous rappeler simplement que c'est à l'occasion du 45e anniversaire du barreau que cette rentrée a été basée sur le traitement de la thématique sur les partenariats publics-privés. Vous n'êtes pas sans savoir que notre État est en train d'évoluer, et évolue dans le sens où il se débarrasse et externalise beaucoup de choses à la faveur de la régionalisation, à la faveur également de nouvelles exigences même de développement. Donc on n'est plus dans un système d'État centralisé où tout se fait de manière verticale. Le partenariat public-privé est un partenariat dans lequel les enjeux sont énormes et les dossiers sont souvent très complexes, notamment dans le montage. Et la présence d'un avocat est forcément nécessaire pour négocier les montages de ces contrats, pour négocier également en amont, bien sûr, conseiller très bien soit l'État, soit les privés,
pour bien orienter tous ces montages financiers qui ne sont pas des pratiques assez courantes, en tout cas pour l'administration de manière générale. Nous travaillons très souvent dans le cadre des montages privés, mais lorsque le privé et le public se mettent ensemble, il est bon également que même l'État aussi s'adjoigne les compétences et l'expertise de nous qui avons l'habitude de travailler dans le privé pour que notre État aussi ne se retrouve pas toujours dépassé par également des grands cabinets qui accompagnent souvent des investisseurs qui viennent dans nos pays bien préparés et trouvent en face d'eux des personnes qui sont très intègres dans leur travail, qui savent ce qu'elles font, mais qui ne sont pas familières quand même de ces montages assez complexes. Donc le partenariat public-privé, c'est une arme supplémentaire, n'est-ce pas, pour le développement, et les avocats ont un rôle majeur à jouer dans ce partenariat public-privé. D'accord. La justice au service du développement, maître, on prend juste quelques secondes de pause, il est 18h45, on revient dans ce studio pour vous donner la parole. Une réaction, Un avis, Un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, la justice malienne, ce n'est pas seulement défendre des fautifs contre d'autres, il y a aussi cet aspect économique et business. Maître Wan, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, surtout avec le thème de cette année, partenariat public-privé? C'est vrai, c'est un thème retenu, comme l'a rappelé Maître Touré, d'abord pour fêter notre 45e anniversaire. Et il a rappelé, Touré, le partenariat public-privé est un nouveau concept de financement des gros projets. Et vous n'êtes pas sans savoir que nos budgets d'État sont engorgés et sont sous pression depuis un certain nombre d'années. Il a fallu, au cours de la décennie passée, inventer ce type de financement structurant pour faire soulager un peu les budgets d'État et permettre à ce que les privés puissent s'intéresser au domaine public. Et à l'origine, ces partenariats publics-privés étaient destinés à financer des projets d'économie physique, comme les projets énergétiques, l'eau, l'assainissement. Mais aujourd'hui, ça dépasse ce cadre générique. On utilise cette structure de financement pour beaucoup d'ouvrages agricoles aujourd'hui, la santé, l'éducation. Donc c'est vraiment là, comme l'a rappelé Maître Touré, l'avocat a sa place dans la rédaction de ces actes-là, dans le conseil de gouvernement, dans le montage même des dossiers de financement qui vont de la phase étude à la phase réalisation des ouvrages. Magnifique, maître. Alors, on va quitter ce registre-là pour rejoindre le docteur Adama Traoré, président de la plateforme de la société civile. Alors, selon vous, quelles sont les limites aujourd'hui du pouvoir judiciaire? Jusqu'où la justice peut intervenir? Faire un rappel, Vous savez, je ne vais pas faire un débat, créer un débat autour du problème. Ce qui est dit ici est vraiment technique. Tu vas asseoir un lambda qui les écoute, il ne comprendra rien dans ce qu'il est en train de dire. Je vous ramène juste au bas de l'échelle. Nous, c'est le constat. Ici, quand mon collègue Tekete me dit au fait que je ne parle pas au nom de la société civile, non, je dis simplement que non. On va ici, pour les auditeurs, on va réaxer l'émission sur justement la justice au Mali avec les enjeux et les perspectives. Je dirais que la justice au Mali, en parlant, je le répète, en disant il n'y a pas de justice, je veux parler de ce qui est rendu comme jugement. Des décisions de justice. Je ne suis pas en train de mettre en cause les structures de l'État, les structures de la justice. Mais voyez un peu. Il y a des structures de contrôle. Quelle est aujourd'hui la seule structure de contrôle qui marche à souhait? Que ce soit le bâtonnier, l'ordre des avocats, que ce soit le conseil supérieur de la magistrature, pour les magistrats, que ce soit maintenant le conseil de discipline, n'est-ce pas, les conseils de discipline pour les officiers des services judiciaires, police et gendarmerie y compris. Je veux dire que dans l'ensemble, heureusement ils ont dit, toute œuvre humaine est une œuvre d'erreur. Il y a des parfaits en œuvre humaine. Voilà. Allez-y, maître. Je peux réagir par rapport. Moi, je pense que on parle de la même chose. C'est ça. J'ai été très conforté et je me réjouis effectivement, je le rappelle, que le doyen Diassana ait eu le courage, sans langue de bois, de dire qu'effectivement la justice malienne a des problèmes. Alors, ça ne veut pas dire que... Il me semble qu'on a Tekete en ligne encore. Monsieur Tekete, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Excellent. Alors moi, j'aimerais vous poser une question aujourd'hui par rapport quand même
au défi actuel de la justice. On parle énormément de corruption aujourd'hui au sein de la justice. Il y a énormément de spéculation, des citoyens mécontents. Certains diraient même que la prochaine révolution serait au niveau de la justice aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, en tant que membre de la société civile? Avant de vous répondre sur la corruption, je voudrais quand même plutôt féliciter le barreau. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre radio un tout petit peu? Bien vu ce qu'il faut faire. Le partenariat privé aujourd'hui, je crois que les décideurs maliens même doivent penser à ça, parce qu'on a besoin de ça réellement. Les défis sont très énormes pour que ce soit seulement l'État qui supporte l'État. On vous entend très mal. Je pense que la radio à côté de vous empêche à ce qu'on vous entende convenablement. Donc on va revenir donc dans ce studio. Maître Wan, allez-y. Oui, justement, je crie comprendre un tout petit peu ce que mon frère Tekete disait par rapport à ces besoins pour notre État de favoriser ce type de financement. Je pense que le train est en marche. Il y a déjà des dispositions communautaires. Je rappelle qu'en 2012, déjà, la conférence des chefs d'État de l'UMOA a instruit à la commission de l'UMOA de prendre des mesures pour inciter la croissance, la productivité de nos économies via les partenariats publics-privés. Et ils ont aussi instruit à ce qu'il y ait une cellule au niveau de la BOAD, justement pour s'occuper de cette matière-là. Je vous rappelle aussi que la BAD, qui est quand même une institution forte, favorise beaucoup ce type de financement. Et au plan national, les partenariats publics-privés ne sont pas un concept nouveau pour le Mali. Je vous rappelle qu'en 1998 déjà, à travers EDM, on a expérimenté ce type de financement, de partenariat. Et aujourd'hui, je dois aussi avouer que dans le cadre de la politique, de la réorganisation de la nouvelle politique de décentralisation, un accent fort est mis par rapport au financement des projets innovants, structurants au niveau de la région, qui va être un peu l'échelle d'organisation aujourd'hui au niveau de la décentralisation. Donc au niveau national, des choses s'organisent. Il y a même un comité aujourd'hui, une commission nationale de réflexion pour le cadre législatif de PPP au Mali qui est en cours au niveau de la primature. Donc vraiment, on est en marche, on suit un peu ce qui s'est fait au niveau de la sous-région. Juste, j'en termine là. Tout le monde parle aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, de ce qui s'est fait. C'est à travers les PPP, le financement du nouveau pont Harry Konambédié, c'est à travers le financement PPP. Et des mots aussi, il faut dire que ce financement a connu un bond extraordinaire de l'ordre de 50% au cours des dernières années. On est passé de 50 milliards de dollars en 2013 à 75 milliards de dollars en 2014 par rapport au financement des PPP dans la zone d'Afrique de l'Ouest. Magnifique. Alors, monsieur le directeur Djassana, on va revenir vers vous pour parler encore des défis au niveau de la justice aujourd'hui. Quel est aujourd'hui ou quels sont aujourd'hui les plus grands défis au niveau de la justice? Oui, avant de parler des défis, permettez-moi de saluer le choix du thème fait par le barreau, parce qu'en réalité, le partenariat public-privé est quand même un moyen de booster même l'économie, pour faire mentir ceux qui pensent que la justice n'est pas productive, alors qu'en réalité, quelqu'un l'a dit tantôt, le meilleur ministre des Finances d'un pays, c'est le ministre de la Justice. Alors quand ce secteur-là est bien géré de cette façon, tout le monde en est content. Et donc le barreau a choisi ce thème-là, c'est quand même une chose très bien. Alors en ce qui concerne les défis qui se lancent à la justice, il y a d'abord, en premier lieu, le défi de la crédibilité. C'est ça. Il faut que la justice se renoue avec les justiciables. Alors, très rapidement, le temps nous est compté, je le sais. Ce que je peux vous suggérer la prochaine fois, c'est de prendre un thème précis. Parce que, comme je l'ai dit, parler de la justice en vrac, franchement, c'est un peu difficile. Alors, oui? Juste pour ne pas griller la politesse, je pense que les préoccupations du doyen Adama
Dr Adama sont prises en compte par tout le monde. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous les avocats, jouons toujours notre rôle de sentinelle. On veille vraiment à ce que cette justice marche. Il ne faut quand même pas perdre de vue que le pays a traversé des situations très compliquées. Et la justice étant dans une mutation, nous on prend toute notre place pour l'accompagner dans cette mutation. Et à chaque fois que l'occasion se présente, on décrit un peu le côté malveillant de ce qui se passe. Et tout n'est pas mauvais non plus, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, si vous avez eu la chance d'être au CICB, il y avait un thème sur l'enquête préliminaire et tous les problèmes que les avocats ont par rapport à la défense des clients. C'est souvent bafouer les droits de la défense. Donc voilà, à chaque fois que l'occasion se présente, le barreau est là pour alerter un peu par rapport à la situation et dans l'optique de faire évoluer les choses. Voilà. La sensibilisation. Alors dites-moi, Maître Abdraman Touré, avocat, est-ce qu'aujourd'hui la justice malienne est accessible aux pauvres? Merci M. Touré. La question de l'accessibilité à la justice cache en fond de toile ce qu'on peut appeler la question de l'accès d'abord au droit. Parce qu'elle est beaucoup plus prégnante, c'est le préalable avant même d'accéder à la justice. L'accès au droit, c'est quoi déjà? C'est donner la possibilité aux citoyens de savoir, n'est-ce pas, de comprendre quelles sont les normes qui régissent telle ou telle situation. Et cela a été implémenté et cela a été fait dans d'autres pays à travers des maisons du droit, à travers également des structures et des représentations de l'État où les gens peuvent venir s'informer en fonction également de la situation qui se pose. Malheureusement, nous n'avons pas un mécanisme suffisamment développé en la matière en ce qui concerne l'accès au droit. Et ce qui a été beaucoup plus développé au Mali, le premier penchant de l'accès au droit, c'est vraiment l'aide juridictionnelle pratiquement. Non, je vais finir là-dessus. Donc, si on organise un système où l'accès au droit est assez facilité, on est informé, on sait comment les choses se passent. Quand on regarde le contentieux de la responsabilité, quand on regarde le contentieux du droit de la propriété, la plupart des choses et des erreurs qui se commettent, c'est par manque d'information. C'est par méconnaissance des règles et des procédures. De la justice. Exactement. Donc l'accès au droit d'abord, le droit à l'information. Donc maintenant, l'accès à la justice, ça veut dire quoi maintenant? Est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir porter une action devant les juridictions? Est-ce qu'il y a des contraintes objectives au Mali ici qui nous empêchent de porter telle action devant la justice? La Constitution garantit cela. Chaque citoyen malien a la possibilité d'amener sa prétention devant le juge et de se faire entendre maintenant et d'être jugé en fonction des lois et des règlements du pays. Donc pour moi, sur le plan théorique, rien n'empêche les Maliens d'accéder à la justice. Par contre, il y a des contraintes, notamment l'éloignement souvent des juridictions de certains lieux. Encore faudrait-il que le citoyen lambda soit sensibilisé en la matière, qui comprenne justement ces rouages de la justice. Je reviens vers... excusez-moi, concernant sur l'accessibilité, vous parlez des dossiers de la justice, ça fait partie des dossiers qui sont présentement en cours. L'accessibilité de la justice est assurée par deux grands projets. Il y a le projet d'assistance judiciaire et le projet des bureaux d'accueil et d'orientation. Ce ne sont plus des projets parce que leur mise en œuvre a commencé. Alors la loi prévoit qu'il y a un bureau d'assistance judiciaire au siège de chaque tribunal ou de justice de paix à compétence étendue. Et le bureau d'accueil, c'est la même chose. Une autre fois, nous pourrions parler de ces deux dossiers qui concernent l'accessibilité à la justice. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je reviens très rapidement merci beaucoup pour aussi bien Yassama que les avocats qui sont là. Et je dis, vous savez, dans tous les grands pays du monde, la justice est un acte de souveraineté. C'est un département de souveraineté, la justice. Quand la justice va, tout va. Quand la justice flanche, tout s'écroule. Il n'y a pas d'État possible s'il n'y a pas une justice saine. Et quand une justice n'est pas saine, il n'y a pas d'État fort. Et quand il n'y a pas d'État fort, il n'y a pas de démocratie. Alors, simplement, je voulais dire qu'il y a désormais, reconnaissez qu'il y a un débat sur un sujet bien précis. Je suis venu accompagner un peu, n'est-ce pas, les avocats, puisqu'il y a bientôt l'ouverture. Il ne va pas être prolique aujourd'hui. Parfait. Je leur ai fait beaucoup de cadeaux. Sinon, vous avez dit ici au départ,
Alors, que la troisième révolution commencera par la justice. Malheureusement, le temps. Malheureusement, le temps nous a fini. On promet d'organiser une autre émission sur la justice. Vraiment, bien entendu. Faites-le. Voilà. Merci, messieurs, de votre présence. Nous étions avec Maître Abdraman Touré, avocat, Maître Abdoulaye Wane, également avocat, Dr Adaman Traoré, président de la plateforme de la société civile, Christian Idrissa Diassana, il est le directeur national des affaires judiciaires et du Sceau. Je suis Ousmane Diadje Touré à la présentation. Ayouba Sow était à la réalisation de ce débat sur la justice. Salim Diouara était à la technique, Lansana Sinantao à la régie vidéo. Merci et à demain pour notre émission. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.